Exercice 2, une histoire de jeu de société E égale M6. Alors, E égale M6, tu connais sûrement, c'est une émission présentée par Mac Lesguy, qui passe le dimanche soir, je crois, alors je me souviens plus trop de l'horaire, hein, sur la 6, qui passe le dimanche soir vers 20h15, 20h20, il me semble, quelque chose comme ça. Donc dans cette émission, si tu veux, tu vas avoir plusieurs sujets, plusieurs questions, voilà, qui vont être abordées de façon scientifique. Voilà, des choses de la vie de tous les jours, sur plein de thèmes différents. Et on va t'expliquer voilà, certains phénomènes, encore une fois, de façon scientifique. Et donc ils ont sorti un jeu de société où voilà, tu as des questions, l'idée c'est d'arriver je crois que c'est au centre du plateau. Tu démarres au Big Bang, donc qui est le début de la création de l'univers, enfin la théorie est la plus acceptée actuellement. Et tu dois arriver au centre du plateau sous forme de spirale. Le centre du plateau, c'est la case infinie. Et donc pour avancer comme ça, tu dois répondre à des questions. Tirer le dé et répondre à des questions. Alors, donc tu joues en famille au jeu E égale M6. Pour gagner, tu dois faire un 6 en lançant un dé à 6 faces pour arriver sur la case infinie. Et une fois que tu arrives sur la case infinie, tu n'as pas gagné encore, il faut que tu répondes correctement à 3 questions. Alors, premièrement, est-ce que le lancer du dé est une expérience aléatoire, justifiée? Donc là, on réinvestit, si tu veux, le vocabulaire qu'on vient de voir. Alors, est-ce que c'est une expérience aléatoire quand je jette le dé? Eh bien, oui, puisqu'on ne peut prévoir avec certitude le résultat du dé. Tu ne peux pas savoir sur quelle face il va s'arrêter avant d'avoir lancé le dé. Voilà. Avant qu'il se soit arrêté lui-même. Donc ici, on va répondre. Donc, oui, puisqu'on ne peut prévoir puisqu'on ne peut prévoir le résultat avec certitude. Ok. Deuxièmement, quelles sont les issues de cette expérience? Alors, quand tu jettes ton dé, que peut-il se passer? Eh bien, soit il peut s'arrêter sur le 1, soit il va s'arrêter sur le 2, soit sur le 3, soit sur le 4, soit sur le 5, soit sur le 6. Tu as donc 6 issues qu'on va lister. Il y a 6 issues qui sont... Alors, quand on a des issues à lister, donc tu vois, on va faire comme j'ai fait dans l'exercice 1, on va mettre des accolades, à l'intérieur desquelles on va mettre toutes les issues, et on séparera les issues des points-virgules, voilà, par des points-virgules. Donc, qui sont? Eh bien, soit tu as fait 1, soit tu as fait 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Voilà. Troisièmement, quelle est la probabilité que tu fasses un 6? Parce que c'est bien ce qui nous intéresse. Pour gagner le jeu, il faut que tu fasses 6. On arrondira le résultat à 2 chiffres après la virgule. Alors, la probabilité, donc là on est en train de mesurer la chance pour que tu fasses un 6 avec le dé. Eh bien, tu as une chance, il y a une issue qui a pour résultat 6, sur 6 issues au total. Donc la probabilité pour que tu fasses un 6, que je vais noter P de 6, donc P comme probabilité et 6 pour que tu fasses un 6, va être égale à une chance sur 6. Donc ça, c'est l'écriture fractionnaire de mon résultat. Et je vais déterminer une écriture décimale, puisqu'on me demande d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Alors, tu verras, hein, quand on calcule des probabilités, quand tu peux... en fait, souvent on jongle entre les deux écritures. Voilà. Ça nous arrive des fois de donner uniquement l'écriture fractionnaire, lorsque l'écriture décimale a une infinité de chiffres après la virgule et qu'on n'a pas envie de s'embêter à en écrire certains. On peut garder l'écriture fractionnaire, tout comme ici, tu vois, je te demande de déterminer une écriture décimale pour que tu aies une idée peut-être de ce que ça représente. Encore qu'une chance sur 6, je pense que c'est plus parlant que l'écriture décimale. Donc 1 divisé par 6, ça fait... Donc j'ai cliqué sur SD, tiens hop, je reviens ici. Quand tu fais 1 sur 6, donc tu as l'écriture fractionnaire ici, et en cliquant sur SD, hop, tu bascules sur l'écriture décimale. Donc 0,1666666, et moi on me demande d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Alors là on va faire une petite partie sur les arrondis.
Donc tu vois, notre résultat, il s'écrit comme ça. 1, 6, 6. Et je vais m'arrêter là. Bon, je vais m'arrêter. Bon, allez, tiens, 6. 3 petits points. En fait, tu as une infinité de 6. Bon. Nous, on veut arrondir ça à 2 chiffres après la virgule. Autrement dit, il faut qu'on trouve le nombre qui a 2 chiffres après la virgule et qui est le plus proche de ce nombre-là. Alors déjà, il faut savoir encadrer ton nombre. 0,166666, c'est compris entre 0,16 et 0,17. Voilà, ça déjà c'est ton job. Savoir l'encadrer par deux nombres qui ont 2 chiffres après la virgule. Une fois que tu as fait ça, eh ben, il faut que tu saches quel est le nombre parmi les deux qui est le plus proche de ce nombre-là. Donc là encore, ça nécessite une bonne connaissance du système décimal. Tu dois savoir que 17 centièmes, puisque là on est sur 17 centièmes, hein, on est dans la deuxième colonne, donc unité, dixième, centième, on a 17 centièmes, et bien tu dois savoir que c'est la même chose que 170 millièmes. Tu vois, si je rajoute un 0 ici, ça ne change pas mon nombre, hein, ça ne change pas ma quantité. 17 centièmes, c'est aussi 170 millièmes. Et pareil ici, 16 centièmes, c'est la même chose que 160 millièmes. Donc maintenant, on reprend notre nombre ici, le nombre qu'on veut arrondir à 2 chiffres après la virgule. Eh bien, 0,166, tu as encore d'autres 6 derrière. 0,166, c'est plus proche de 0,170 ou de 0,160. Eh bien, de 0,70, puisqu'ici on a 4 millièmes d'écart, alors que là on en a 6. Voilà. Donc le plus proche c'est celui-là, et donc si on arrondit ce nombre à 2 chiffres après la virgule, ce sera environ égal à 0,17. Voilà. Donc il ne faut pas confondre arrondir et tronquer. Tronquer, ça veut dire que tu coupes ton nombre à 2 chiffres après la virgule. Et si tu coupes ce nombre-là à 2 chiffres après la virgule, du coup ça refait 0,16. Mais ici, on n'a pas demandé de tronquer, on a demandé d'arrondir, c'est-à-dire trouver le nombre le plus proche qui a 2 chiffres après la virgule. Donc on va écrire ici, du coup, environ égal, puisqu'ici on donne une estimation, une valeur approchée, c'est environ égal à 0,17. Ok, allez, on poursuit. Quatrièmement, s'agit-il d'une situation d'équiprobabilité justifiée? Quand tu lances ton dé, est-ce que tu as autant de chances de faire un 1 que de faire un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6? Eh bien oui, toutes les issues ont la même probabilité. Donc on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Donc on va écrire ici oui, car les probabilités oui, car les probabilités des issues sont égales. Donc je te rappelle, hein, la probabilité, c'est la mesure de la chance. On quantifie la chance que l'issue se réalise. Et comme les probabilités de toutes les issues sont égales, ben ça veut dire que chaque issue a la même chance de se réaliser. Et on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Si tu veux, les probabilités sont équitables. Voilà. Supposons que tu aies fait 6. Donc là, on revient sur le jeu. Tu as lancé ton dé, tu as fait 6, c'est parfait. Tu arrives sur la case infinie. Tu n'as pas encore gagné la partie. Maintenant, il faut que tu répondes correctement aux 3 questions qui suivent. Allez, on y va. Alors, première question. Pendant combien de temps au maximum un crocodile peut-il rester sans manger? Alors, environ, tu as 3 propositions. Donc, environ 2 semaines, environ 2 mois ou environ 2 ans. Eh bien, incroyable mais vrai, un crocodile peut rester 2 ans environ sans manger. Exceptionnel. Alors, j'ai regardé quand même sur internet, parce que c'est vrai que ça me paraissait... j'étais assez étonné de voir ça. Mais si tu veux, le crocodile, déjà, il ne peut pas se nourrir tous les jours. Parce qu'il n'a pas de quoi manger tous les jours. C'est pas comme nous, toi tu vas au supermarché si tu as faim. Et tu peux acheter à manger. Le crocodile, il n'a pas de supermarché. Il faut qu'il attende, si tu veux, que les proies passent sur son chemin.
Et il y a un moment, si tu veux, de l'année que va attendre le crocodile, c'est le moment où les gnous vont traverser la rivière, parce que ils ont besoin de traverser, c'est leur migration, voilà, ils ont leur chemin, ils sont obligés de traverser à un moment donné la rivière pour survivre. Et donc lui, il va attendre ce moment-là avec impatience, avec ses copains crocos. Donc tu peux regarder d'ailleurs des reportages sur National Geographic, il y a plein de choses très, très intéressantes là-dessus. Et s'il rate ce moment de l'année, il va falloir qu'il attende toute une saison avant le nouveau passage des gnous. Alors, il ne mange pas que des gnous, mais disons que la nourriture n'est pas aussi abondante pour les crocodiles que pour nous. Donc voilà. Donc s'il rate un passage, il a une chance supplémentaire. Alors, c'était précisé sur Internet, encore une fois, je me renseigne sur Internet. Que pour tenir environ 2 ans, en fait, le crocodile va stocker donc la nourriture qu'il mange, il en stocke une bonne partie dans sa queue, en fait, si tu veux. Il y a une bonne quantité de graisse dans sa queue qui fait qu'il arrive à tenir aussi longtemps. Voilà. Bon. Pour plus d'infos, toi-même, va regarder sur Internet. Allez, question suivante. Donc là, si tu t'es trompé, t'as pas gagné. Tu auras une chance une fois que tes autres camarades auront joué. Allez, deuxième question. Il y a environ 290 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un seul supercontinent. Donc tu vois, toute la partie Amérique du Nord, Amérique du Sud était liée à l'Europe, qui était liée à l'Afrique, à l'Asie et à l'Océanie. Voilà, tout ça c'était regroupé en un seul supercontinent. Alors comment l'appelle-t-on ce continent-là? Est-ce que c'est l'Eurasie, est-ce que c'est la Pangée ou est-ce que c'est Continentalis? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la Pangée. Donc là encore, pour plus d'informations, je t'invite à regarder sur Internet ou bien demander à ton professeur de sciences et vie naturelle. Et enfin, dernière question, quelle distance, d'ailleurs c'est probablement la plus facile celle-ci, quelle distance sépare la Terre du Soleil? Alors, environ 150 millions de kilomètres, environ 150 000 kilomètres, ou alors environ 150 km. Bon, évidemment, tu sors 150 km, beaucoup trop proche. 150 000, en réfléchissant un petit peu, tu vois, si tu as quelques notions de distance, je pense que tu peux facilement l'évincer aussi. Alors, à titre de comparaison, si tu veux, si tu fais le tour de la Terre au niveau de l'équateur, tu auras parcouru environ 40 000 km. Voilà. Donc 150 000 km, grosso modo, c'est 4 fois le tour de la Terre. Et si le Soleil était aussi proche que ça de la Terre, la Terre, elle n'existerait pas dans l'état dans lequel elle est, en tout cas. Il n'y aurait pas d'eau, on serait irradié. Il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie tout court. Voilà. Donc c'est 150 millions de kilomètres. Voilà, et si tu as répondu correctement aux 3 questions, tu es un big boss de E = M6, tu as gagné.